Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans ce live Facebook du mercredi midi, désormais une habitude. Alors on est en pleine semaine de Pâques, donc je pense que beaucoup sont peut-être en congé, en vacances ou en blocus, mais nous on tient notre rendez-vous hebdomadaire avec aujourd'hui Lionel Piston. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Lionel est conseiller communal à Colfontaine, jeune CDH engagé depuis très longtemps, président de notre assemblée générale. Et était aussi candidat, non, Lio? Absolument, oui, je suis candidat à la région pour notre bel arrondissement de Mons-Borinage et des Hauts-Pays, voilà. Voilà, voilà. C'est où Colfontaine exactement pour les Bruxellois qui ne connaîtraient pas? Tout le monde connaît Colfontaine. C'est une petite commune de 21 000 habitants qui est dans l'ouest de la Belgique, donc près de Mons, entre Mons et Dour. Voilà, Ouais. Dour, c'est assez connu. Donc. D'ours, ça on connaît maintenant. Voilà, ben, c'est juste à côté. Voilà. Bon, génial. Alors, avec Lio, on a un peu regardé les sujets d'actualité qui étaient forts dans l'actualité ces jours-ci. Alors, on parle beaucoup du renouveau du monde du travail. On sait que le travail est en pleine mutation, avec une plus grande flexibilité qui est demandée aux travailleurs, avec aussi parfois l'ubérisation de certains secteurs, avec l'arrivée de grands groupes étrangers, avec toutes ces questions-là qui se posent. Et on parle aujourd'hui beaucoup du CDH, puisque on a fait une proposition assez forte à notre dernier congrès sur le droit à la démission, qui est donc la possibilité pour un travailleur de démissionner et de quand même toucher le chômage pour pouvoir se réorienter ailleurs vers une autre carrière, quoi. T'en penses quoi, toi, Lee? Ouais, je pense évidemment que c'est une bonne idée actuellement dans notre société. Ben, oui, évidemment, quand on n'est plus bien dans son travail, quand on n'est plus en adéquation voilà, avec certaines valeurs, par exemple, ou un style de vie, ben, évidemment qu'on a le droit de démissionner. Et donc, évidemment que c'est une bonne chose de pouvoir avoir un droit à cette démission et de tout de même toucher des indemnités de chômage le temps de voilà, retrouver un job. Et évidemment, il faut bien comprendre la proposition. Le droit à la démission, c'est pas tout le temps. On peut le faire 2 ou 3 fois sur la carrière. Ça dépend un peu comment on l'aménage. Et ça va aussi de pair avec une dégressivité dans les allocations de chômage pour accompagner et forcer les gens, évidemment, à trouver du travail. Donc, Oui, absolument. C'est pas des vacances, évidemment. Et une formation aussi, voilà, ça peut être aussi dans cette optique-là, quoi, de se recycler, de changer complètement de carrière. On a le droit, quoi. On n'est plus obligé de faire 40 ans dans la même boîte. L'idée, c'est que aussi, c'est d'essayer de lutter contre les burn-out, contre les dépressions qui sont en forte hausse, donc les bore-out, qui dans un nouveau terme qui désigne quelque chose de très concret, qui est le fait que beaucoup de gens s'embêtent au boulot et donc n'ont pas assez de travail. Et donc, ce sont tous des mécanismes qui, si les personnes n'ont pas le droit de démissionner, n'ont pas la force de démissionner parce qu'ils n'ont pas assez d'argent de côté ou autre, et que l'employeur dit non, moi je ne sais pas te payer des allocations de licenciement, eh bien on est coincé dans son boulot. Mais il y a ça, il y a d'autres aménagements qui sont possibles aussi du temps de travail. Oui, notamment la semaine des 4 jours, mais donc de faire ces 38 heures en 4 jours, parce qu'il y a des partis politiques à quelques semaines ou à quelques mois des élections qui parlait de faire 28, 30 ou 32 heures payées 38. Ça, je me demande comment c'est possible de financer ça. Mais nous, au CDH, on a donc une proposition alternative qui est de dire on fait la semaine des 38 heures, mais plutôt en 4 jours. Ce qui a pour moi pas mal d'avantages. Ben, le fait déjà d'avoir un jour où tu es complètement off et pas de dire je suis à la maison et je consulte quand même mes mails. Non, c'est un jour de congé supplémentaire puisqu'on a quand même presté ces 38 heures. Mais aussi, ça permet, évidemment, dans les métiers qui le permettent, mais d'arriver plus tôt le matin et de repartir plus tard le soir, et donc d'être aussi en dehors des périodes d'heures de pointe dans les embouteillages, quoi. Donc ça, c'est... Pour ceux qui le souhaitent, évidemment, ça ne doit pas être obligatoire, et pour ceux qui en ont la possibilité, ça doit être permis, et c'est une bonne chose, quoi. En discutant tout à l'heure, on se disait par exemple des parents qui ont les enfants dans les internats par exemple et qui n'ont pas leurs enfants à la maison la semaine, eh bien eux sont peut-être contents justement
rassembler leurs heures de travail sur le même jour. Par contre, je te rejoins sur le fait que c'est vraiment une réponse très nette par rapport aux partis politiques qui proposent la semaine de 4 jours, mais payée 5 jours, quoi. Ça, c'est vraiment inimaginable. On a déjà un coût du travail qui est extrêmement élevé en Belgique. Si on continue dans cette voie-là, on va vraiment être complètement plus du tout compétitif par rapport aux pays voisins. Par contre, ce qu'il y a évidemment, c'est le 4/5e. Les gens qui sont prêts à travailler 4 jours, 30, donc moins d'heures, mais qui acceptent aussi une diminution de leur salaire, qui peut parfois très efficacement être récupéré en mettant les enfants moins longtemps à la crèche, en faisant certaines choses soi-même qu'on n'a pas le temps de faire quand on travaille, on doit payer parfois une aide ménagère ou autre. Donc ça, le 4/5e, évidemment, c'est aussi un aménagement. Et je pense que de manière globale, je pense que c'est toi qui me disais ça aussi tout à l'heure, on va aller sans doute vers une diminution du temps de travail quand même. Je pense, oui, et c'est notamment ce à quoi les partisans de la décroissance ils vont dans cette optique-là aussi, mais parce que le nombre d'emplois n'est pas illimité, évidemment, et puis le système, il y a un moment, tu parlais tout à l'heure des burn-out, des bore-out, etc., mais voilà, il y a un moment où on se rend compte que ça va plus être tenable, et donc, à titre personnel, par exemple, j'ai aucun problème à me dire, mais voilà, je réduis un petit peu mon temps de travail. Si 4 collègues réduisent aussi un peu leur temps de travail, ça permet d'en engager un 5e, quoi. Tu vois, ça permet de mettre une personne en plus au travail. Donc ça doit être aussi des mécanismes qui sont possibles, mais ça doit être des mécanismes qui doivent être possibles pour des gens qui ont la chance d'avoir un salaire correct et qui leur permet de vivre en 4/5e. Si évidemment tu es payé 1200, 1300, 1400 euros, c'est difficile de te passer d'un 5e de ton salaire. Donc évidemment les revalorisations salariales sont tout à fait indispensables aussi à ce niveau-là, quoi. Oui, ça va de pair, c'est vrai aussi aux nouvelles formes de vivre ensemble, quand on a par exemple des familles qui se mettent ensemble, qui partagent un grand potager, et si on veut donner du temps à ces activités-là, ça permet de réduire un peu son coût, son train de vie, et du coup de travailler un peu moins. C'est clair. Donc voilà un peu l'aspect, et je pense que ça va être un sujet très très central de la prochaine campagne électorale, sur comment répondre à toutes ces nouvelles formes de travail et de maladies du travail aussi. Bien, alors peut-être prochain sujet, puisque c'est quand même le sujet d'actualité qui nous occupe depuis maintenant 24 ou 48 heures, c'est l'incendie de Notre-Dame de Paris. On a quand même vécu quelque chose d'assez impressionnant qui, je pense, a touché tous les Européens, mais même au-delà des Européens, le monde entier. C'est vraiment un symbole quand même de notre civilisation qui s'en va. Toi, tu as vécu ça comment? Tu étais où quand tu as appris ça? Absolument, moi j'étais chez moi. Évidemment, ça nous a tous choqués. C'est un pan du patrimoine de l'humanité qui est parti en fumée, quoi. C'est clair que c'est pas que des briques. Mais puisque j'imagine qu'on va venir à ce sujet-là, parce qu'on a eu 50 questions là-dessus, mais évidemment que c'est quelque chose qui a touché dans le cœur des gens, et c'est normal qu'on en parle aujourd'hui. Ouais, mais oui, parlons-en. C'est vrai qu'il y a eu ce tweet de Pauline qui a un peu défrayé la chronique, encore aujourd'hui dans la livre, où elle explique sa démarche. Je pense qu'en effet, c'était tout à fait inopportun. La première des choses, c'était de reconnaître reconnaître la force, la puissance de ce monument et de tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça représente pour les catholiques, mais aussi pour toute la civilisation européenne. Et voir partir ça en fumée, ça nous a tous évidemment profondément attristés. Et c'est l'essentiel. Il y a tout un débat maintenant qui se lance sur la reconstruction, de savoir est-ce qu'on doit reconstruire à l'identique, reconstruire avec plutôt un aspect moderniste, contemporain, pour réinterpréter en se disant qu'en fait ce monument, il évolue avec le temps, et faire du faux vieux, est-ce que ça a beaucoup d'intérêt? Moi j'ai pas d'avis tranché sur la question. J'imagine que les experts vont s'entre-déchirer là-dessus dans les semaines à venir, ou en tout cas avoir un débat intellectuel intéressant. Mais ça pose aussi une question, c'est vrai, ce qui s'est passé avec Opaline, c'est aussi toute la question des réseaux sociaux.
toute la question de l'immédiateté de notre vie médiatique. Ça c'est clair, et il n'y a vraiment pas qu'Opaline qui est dans le cas, puisqu'on a vu dans les différents articles de journaux, on a souvent mis dans le même article Opaline, Theo Franken et Elio Di Rupo, donc Theo Franken avait en fait posté une photo de la cathédrale de Montréal. Voilà. Et on va pas être très fort sur ce coup-là. Et Elio Di Rupo avait envoyé un tweet en disant, j'imagine à son community manager, peux-tu envoyer ce tweet? Voilà, je sais pas si tu as vu ça. Donc c'est, comme tu dis, l'immédiateté des réseaux sociaux. Moi voilà, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Et c'est pas qu'en politique, il y a plein de gens comme ça qui, dès qu'il se passe quelque chose dans le monde, tweetent, donnent leur avis sur ci, sur là. Il y a un moment où, dont on discutait hier, moi, Lionel Piston, tout le monde, je sais pas, il y a des gens qui s'en foutent un peu de mon avis sur ce qui se passe voilà, dans d'autres endroits du monde ou sur certains sujets. Donc, je suis pas du tout expert, quoi. Moi, je pars du principe que je donne mon avis quand j'ai vraiment quelque chose à dire, quand c'est un sujet que j'ai vraiment travaillé et que j'ai vraiment quelque chose à apporter, quoi. Mais tweeter systématiquement sur tout, il y a des gens qui ont 15 000, 20 000, 30 000 tweets, quoi. Moi, j'en ai 195 sur mon Twitter, quoi, voilà. Donc, il y a un moment où ça, c'est quelque chose qui me dépasse un peu, mais voilà, c'est comme ça, et c'est certainement pas, je jette certainement pas la pierre à Opaline ou aux politiques. Il y a des milliers de personnes qui font ça, et systématiquement, qui commentent l'actualité dès qu'il se passe quelque chose, même qui ne les concerne pas. Et c'est vrai que là, à l'approche quand même d'une échéance électorale importante, puisque c'est la mère de toutes les élections, là, il y aura les européennes, les fédérales, les régionales. J'espère qu'on va prendre aussi un peu le temps de prendre du recul, de parler des débats, des sujets de fond, d'aller dans le fond des choses et pas d'aller en surface juste dans la communication. On le sent bien, tout le monde vient aujourd'hui avec des effets d'annonce. Si vous ouvrez les journaux, il y a à chaque fois quelqu'un qui vient avec la petite bonne idée. Ce qui est chouette aussi de faire revivre le débat d'idées, mais n'oublions pas dans le fond des choses. Et la petite phrase, quoi. Oui, la petite phrase, c'est ça. Mais en dehors de ça, moi j'aurais quand même abordé un sujet qui est lié à ce tweet d'Opaline. J'étais sur Twitter à ce moment-là, donc j'ai vu, après tous les commentaires qui ont été émis à la suite de ce tweet-là. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce tweet. Là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, mais est-ce que ça mérite un tel lynchage et des insultes, mais vraiment insupportables? Quand moi j'ai vu ça, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. On peut ne pas être d'accord avec une personne, mais sans la traiter de grosse pute, de salope, de connasse, va t'acheter un cerveau, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, je ne comprends pas des gens qui, sous couvert d'un anonymat, et encore, pas toujours, mais des réseaux sociaux ou d'un Twitter, mais se permettent d'insulter des gens. Moi, ça me dépasse complètement, ça, ce monde-là virtuel. Oui, et certains diront que ceux qui font ce genre de tweet la provoquent aussi, mais on n'a pas besoin de tomber dans l'insulte ni dans l'invectif. Voilà. Pas mal de réactions aujourd'hui, donc on va continuer. Peut-être revenir une petite seconde, parce qu'il y a 2-3 questions sur tout ce qui est monde du travail. Avec sur Twitter, quelqu'un qui dit que le 4/5e est plus que souvent pris par des femmes. Proposer de le multiplier ou l'encourager, va forcément aggraver le gap salarial femmes-hommes. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, dit cette tweeteuse. Je pense qu'actuellement c'est le cas, mais il faudrait en l'encourager pour que ce soit aussi plus pris par des hommes. Et je parlais de mon exemple de tout à l'heure, personnel. Ben voilà, j'ai aucun souci à dire je réduis mon temps de travail pour permettre à d'autres d'avoir un travail aussi, quoi. Donc ça doit être quelque chose qui peut-être doit être plus dans les mœurs, ou moins de se dire je prends un 4/5e pour m'occuper de ma famille parce que je suis une femme. Pas du tout. Un homme peut aussi dire je prends 4/5e pour aller chercher mes enfants. Pour la qualité de vie, tout simplement. Donc, je pense que en tout cas la remarque est intéressante, faut garder ça en tête, mais je pense justement qu'on est dans un changement de société où maintenant tout le monde a envie d'un peu plus de qualité de vie et envisage des 4/5e. En tout cas, moi je le vois dans mon entourage, je vois quand même pas mal d'hommes qui y passent. Et alors, Louis Amaury qui demande si la semaine de 4 jours, donc les 5 jours ramassés sur 4 jours de travail, c'est facultatif pour les travailleurs, mais est-ce que ce serait obligatoire pour les employeurs, sachant que généralement les travailleurs travaillent en interaction les 5 jours de la semaine et chaque élément est nécessaire à tout moment. Ça,
honnêtement, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Je pense que si on veut l'encourager, c'est en effet l'encourager. Donc je ne crois pas qu'on doit aller jusqu'à l'obliger. Il faut que l'employeur puisse justifier aussi pourquoi il trouve que c'est une mauvaise idée. Mais je pense moi que l'employeur il trouvera son compte aussi de voir ses employés arriver en effet en dehors des heures de pointe, reposer au lieu de et après aussi un week-end de 3 jours qui peut être vachement ressourçant. Il y a plusieurs études médicales qui montrent que les 3 jours permettent vraiment de se remettre et de venir avec une nouvelle énergie. Donc je pense que l'employeur peut s'y retrouver aussi, mais je pense que ça va toujours évidemment être un accord entre les deux, puisque aujourd'hui, en tout cas dans une période transitoire de 10 ans, parce qu'aujourd'hui il y a un tas de travail, un tas de métiers qui ne permettent pas de passer de 5 à 4 jours, donc il ne faut évidemment pas que ce soit un droit absolu du jour au lendemain, ça c'est vraiment pas l'idée. Oui, c'est clair, ça doit être en concertation avec l'employeur, mais je pense par rapport à ce que vient de dire la personne ici, mais qu'il faut par exemple se mettre d'accord sur un jour, peu importe, mais le dire que le jeudi, voilà, tous les employés sont là parce que c'est le jour où on fait des réunions d'équipe, c'est ci, c'est là. Ouais. Voilà, ça peut être simplement un jour ou 2 par semaine, entre guillemets, où on ne pourrait pas prendre ce genre de congé-là. Et voilà, pour faciliter l'interaction. Le maître mot, je pense, pour nous, c'est la flexibilité et c'est d'adapter la situation au cadre. Toi, tu travailles dans une association, je pense, assez axée sur l'environnemental, sur le social. Oui, sur le bio. Voilà. Moi, j'ai travaillé chez Elia dans une grande entreprise de milliers de personnes. Mais évidemment, les situations ne sont pas les mêmes, les questions d'organisation ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut arriver à ce que ça fonctionne. Mais il faut créer le cadre qui le permette, qui le facilite, tant pour l'employeur que pour l'employé. Absolument. Alors, si on continue peut-être un moment les questions, Lio t'attire assez bien les questions. Lionel, tu t'es fort engagé dans les thématiques environnementales notamment, mais aussi à la tête d'une ASBL sociale. Penses-tu que lorsqu'on est dans la précarité, on va spontanément vers l'écologie ? Non, spontanément, non, je crois pas, mais effectivement, on peut l'encourager et c'est tout le sens de notre ASBL aussi, parce que, donc, effectivement, on fait du social, mais derrière, on crée un cadre aussi, de ce dont tu parlais, mais pour permettre aussi de faire attention à cet aspect environnemental et écologique, tout bêtement, parce qu'on va être à Pâques, c'est le moment. Une autre association nous a sollicité pour faire une chasse aux œufs avec des enfants. Donc voilà, ici on est vraiment dans le cadre social, parce que Colfontaine est une commune assez pauvre. Et donc voilà, il y a pas mal de petites actions qui se mettent en place comme ça pour essayer, c'est un peu de l'entraide aussi, quoi. Donc voilà, donc on nous a sollicité. On a offert quelques kilos de chocolat, d'œufs en chocolat, mais on a tenu à ce que les œufs en chocolat soient équitables et qu'ils soient bio, quoi. Donc on les a pris en circuit court dans une entreprise il y a quelques kilomètres de chez nous, à Hatt, qui fait du chocolat bio et qui rémunère bien les agriculteurs là-bas, quoi. Donc les deux peuvent être mêlés, il y a un sens à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on peut aussi parler de ça avec la SBL. On a créé un groupement d'achat, donc un GAC, exclusivement bio, pour montrer aussi à ceux qui sont là, donc à des gens de Colfontaine, qui n'ont pas forcément les moyens, qui vont dire le bio ça coûte très cher. Oui, le bio de grande surface coûte plus cher, ça c'est clair. Mais via des groupements d'achat comme ça, où on achète en grande quantité, et après on se les répartit entre nous, entre familles, ce dont tu parlais aussi tout à l'heure, ça permet de réduire les coûts et donc d'avoir du bio, de la nourriture de qualité en circuit court qui rémunère bien les agriculteurs à un prix au moins aussi compétitif que dans le conventionnel, quoi. Donc voilà, il y a des systèmes qui existent, il faut les encourager. C'est une bonne transition vers une question que Simon Pierre nous a postée, je pense sur Instagram ou sur Twitter, je ne sais plus, sur Facebook, voilà, il y a quelques jours déjà, sur l'agriculture. Et je vais essayer de retrouver, voilà, quelle est votre vision de la ruralité et de l'agriculture pour demain ? En particulier, comment accompagner au mieux les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat agricole avec des objectifs de transition du modèle agroalimentaire ? Bon, vaste sujet, évidemment, dont on n'est pas spécialement expert non plus, mais dont on a quand même un avis sur la question. Toi, Lionel, tu vois l'avenir de l'agriculture en Wallonie quand même vers le bio, vers le zéro pesticide, tu penses que c'est important, non ? Oui, absolument. Ça, moi, j'en suis convaincu à titre personnel. On ne peut plus continuer dans le modèle actuel où
on noie les champs de pesticides. Mais ce que je te disais aussi tout à l'heure, je crois qu'il faut vraiment faire une distinction entre l'agriculture wallonne et l'agriculture notamment flamande et le reste du monde, quoi. Il y a beaucoup d'émissions, beaucoup de reportages où on discute de ça. L'agriculture wallonne, notamment en termes de carbone, puisque les animaux vont dans les prairies, etc. Mais l'impact sur l'environnement, il est moindre, quoi. Après, c'est clair que si vous allez dans un supermarché, que vous prenez un steak, on ne sait pas trop d'où il vient, qui est comme ça, qui est mis dans une barquette en frigolite, qui elle-même est entourée de plein de plastique, qui a fait des milliers de kilomètres, avec des animaux qui ont été dans des conditions vraiment horribles. On a tous en tête ces images de grands hangars dans lesquels il y a des milliers de poulets qui n'ont plus une plume sur eux. Enfin, c'est cette agriculture-là qu'il faut combattre, évidemment. Parce que pas l'agriculture wallonne comme elle est actuellement. Parce que tu parlais de la viande, justement, il y a la question aujourd'hui qui arrive dans les médias, c'est la viande de culture. Où là, si j'ai bien compris, on extrait des cellules d'un morceau de viande ou d'une bête et on essaye de les reproduire en laboratoire pour créer des steaks à partir de... sans devoir tuer des bêtes. Oui, c'est ça, c'est de la folie, c'est la folie humaine, la folie de, je vais mettre des gens à dos, mais de Gaïa ou d'associations comme ça qui sont contre l'abattage des animaux, mais une viande de culture, enfin, ce qu'on se rend compte de vers quoi on va, quoi. Et le jour où il y a une panne de courant, on ne sait plus manger de viande, enfin, je sais pas, moi, le jour où il n'y a plus de ressources... des viandes de laboratoire, ça demande quand même tout un tas d'autres énergies, quoi. Donc, moi, je pense que c'est là la particularité du CDH dans ce genre de débat, c'est de ramener un peu de sens et d'essayer de réfléchir à ce qu'on fait en se disant qu'est-ce qui est important dans cette agriculture-là. Dans l'agriculture de batterie, comme on dit, ou la viande de culture ou autre, il n'y a plus aucune relation non plus entre l'homme et la bête, alors que cette relation à l'animal, pour nous, elle est importante. Et abattre un animal, c'est pas spécialement mal si ça se fait dans des conditions, dans la suite d'une vie agréable pour cet animal, etc. On est dans tout à fait autre chose que ce qu'on voit à la télévision, et donc on doit aller vers ça. Et d'ailleurs on va vers ça, puisque de plus en plus en Wallonie on est en train de discuter et il y a des projets qui sont en train de se mettre en place pour notamment un abattage à la ferme, pour que l'animal se sente moins dans des conditions voilà, où il y a le transport, etc. On peut comprendre que c'est aussi stressant pour l'animal, donc voilà. Mais on va vers ça, et en tout cas en Wallonie, et les ministres, notamment le ministre Collin, va vers ça. Et pour tout ce qui est environnement, le ministre Di Antonio est vraiment là-dedans aussi. On parlait tout à l'heure des pesticides. Moi, je suis heureux de voir dans le programme du CDH un engagement très clair qui dit en 2030, donc c'est demain en 2030, la Wallonie sera à 80% du territoire en dehors des pesticides, et en 2050 à 100%. Donc voilà, ça c'est des engagements quand même qui sont importants et qui sont porteurs. Et l'impact, il est vraiment fort. À Bruxelles, on a eu ce nuage de particules en début de semaine dont on a beaucoup parlé, ou en fin de semaine passée dont on a beaucoup parlé. Et ce nuage de particules était dû notamment et principalement aux pesticides qui sont utilisés en Flandre, donc pas très loin de chez nous, mais quand même pas à Bruxelles, et qui, combinés à certaines conditions météorologiques, font en sorte qu'on a un nuage de particules, mais donc extrêmement mauvais pour la santé, qui a été au-dessus de Bruxelles pendant plusieurs heures ou 3 jours. Voilà, 3 jours. Donc c'est un impact très concret, non seulement sur ce qu'on mange, mais aussi simplement sur notre environnement, quoi. Et on ne parle pas encore là de l'état des sols et autres. Mais donc, clairement vers une agriculture avec moins de produits chimiques, avec aussi des nouvelles méthodes. On parle, le mot permaculture est un peu galvaudé, mais l'idée de faire sur des plus petits territoires, combiner plusieurs cultures qui permettent de garder le sol riche tout en ayant des rendements quand même élevés. Et quand Simon-Pierre, tu demandes quel est comment accompagner, c'est vrai que je pense qu'avant, qu'est-ce qui se passait pour les agriculteurs, et comme dans beaucoup de métiers, on apprend de nos aînés, c'est-à-dire qu'on va en stage, on est fils agriculteur ou on commence comme apprenti, etc.
Aujourd'hui, évidemment, si on va aller apprendre dans une grande ferme qui fait de l'élevage en batterie, comment faire de l'élevage de manière raisonnée, on va pas y arriver. Et donc, c'est impossible de créer, c'est nécessaire de créer des lieux où la transmission de savoir, ou en tout cas la formation se fait de manière différente. On a été en team building il y a 2 ans, c'était vraiment le sens de ce team building là, on a été à la ferme de Froide-Fontaine, qui est une ferme dans le Namurois où plusieurs compétences en fait se mettent ensemble dans une seule ferme pour essayer de créer une agriculture un peu différente et un élevage un peu différent. Et alors ces jeunes se grandissent mutuellement en s'apprenant mutuellement leurs techniques. Je pense que ça, c'est ce genre de lieu qu'on doit au niveau public soutenir. Des associations aussi qui viennent en soutien aux agriculteurs. Je pense que ça, on doit aller vers là, même s'il n'y a pas de recette miracle, évidemment. Non, c'est clair, c'est ce vers quoi on doit aller. Et en plus, je dois dire aussi, nous, consommateurs, on a aussi un rôle à jouer. C'est important aussi de, je ne vais pas dire employer le mot boycott, mais en tout cas, pas de boycotter les grandes surfaces, bien que moi c'est mon avis, mais enfin je comprends que parfois pour des questions d'organisation, c'est parfois un peu difficile, mais en tout cas, changer de modèle, je parlais tout à l'heure des groupements d'achat, ça peut être une solution, ça peut être aller directement à la ferme, ça peut être faire soi-même son potager, enfin voilà, ça c'est quand même quelque chose qu'on peut assez facilement mettre en place. Je crois que de plus en plus se développent aussi des halles, donc des endroits où sont groupés différents producteurs. Voilà, c'est ce genre d'initiative qu'on peut encourager. Et nous, consommateurs, c'est vers ça qu'on doit aller aussi. Le bio, par exemple, on doit en importer parce qu'il n'y a pas assez de bio en Wallonie. Tellement il y a plus de demandes que d'offres. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut soutenir aussi. Des agriculteurs qui voudraient se reconvertir en bio, il y en a de plus en plus. D'ailleurs, c'est quasiment exclusivement une affaire wallonne, puisque les Flamands sont plus dans des grosses industries. Le Wallon est plus dans une plus petite agriculture et plus tourné vers le bio. Mais c'est ça qu'il faut soutenir, c'est aller vers ces producteurs-là. Si vous avez une ferme à côté de chez vous et vous voyez qu'il pulvérise, il faut aller rencontrer l'agriculteur, il faut aller discuter avec lui, il faut aller voir. Et donc voilà, c'est en allant vers ça, en disant oui, il y a moyen, et tu sais, si tu fais du bio, je viendrai acheter chez toi, etc. Voilà, on peut aller vers ça. Et donc moi je suis convaincu que le consommateur a quand même un rôle important à jouer. Je pense qu'on a cette transition écologique, elle nous appelle aussi tous à nous reconnecter à la nature, à nous reconnecter à l'animal, à nous reconnecter à toutes ces forces qui, pour beaucoup d'entre nous, pas tous, je sais bien, mais pour beaucoup d'entre nous, sont devenues très étrangères. Et l'agriculture se résume à un paquet avec cellophané dans un frigo de grand magasin. Donc voilà. Ça c'est pour Simon-Pierre. Donc voilà des éléments de réponse, Simon-Pierre, évidemment. Et on sait que toi aussi tu es vachement intéressé par la question. Donc très content de discuter ensemble et de travailler ensemble sur ce sujet-là au prochain congrès. Alors il y avait encore une question de Sanforien qui dit: quelles sont vos propositions pour encourager plus de jeunes à adopter la pratique du zéro déchet? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je crois que ça va dans toute la démarche dont on vient de discuter, parce que si tu vas à la ferme directement, t'es moins la viande ou tout ça est moins suremballé, etc. Et c'est quelque chose vers lequel il faut aller. Et donc ça, c'est notre pouvoir en tant que consommateur, mais aussi les pouvoirs publics. Et là, par exemple, Carlo Di Antonio, ici sur cette législature-ci, en tant que ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, a mis en place ça. Et il a mis en place des communes pilotes qui pouvaient être pilotes pour être zéro déchet. Donc ça a vraiment tout son sens. Que les pouvoirs publics s'intéressent au sujet pour motiver les familles à venir et à expliquer que le zéro déchet c'est bon évidemment pour l'environnement, ça personne ne va dire le contraire, mais c'est aussi bon pour le portefeuille. Et je ne sais pas si tu connais l'exemple de la ville de Roubaix, qui est une ville assez pauvre dans le nord de la France aussi. Ils se sont lancés là-dedans dans la démarche zéro déchet il y a quelques années. Et il y a de plus en plus de familles qui font un peu ce challenge zéro déchet aussi, et ils se rendent compte qu'ils gagnent de l'argent, quoi. Donc, tout à l'heure, Héloïse parlait aussi du social et de l'environnement, mais ça nous fait un lien avec ça aussi. Merci Sanforien pour ta question sur le zéro déchet, mais c'est ça aussi, ça permet de faire un geste pour l'environnement, mais aussi pour le portefeuille, quoi. Donc ça a vraiment tout son sens, quoi. Et je pense qu'on doit se mettre des objectifs aussi, comme tu as parlé des objectifs en termes de zéro pesticide, on doit se mettre des objectifs
sur la fin des emballages à usage unique, sur la fin du plastique jetable. Allez, on va quand même déjà vers de l'avant, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a plus de sacs plastiques aujourd'hui dans les magasins, sauf si vous le payez évidemment. Il n'y a plus je crois que c'est McDonald's qui va enlever toutes ces pailles en plastique. Avance, donc voilà, il y a quand même des choses qui avancent et on sent, moi je trouve quand même un enthousiasme aussi par rapport à la population d'avancer dans cela. Il y a une chose qui ne va pas tout à fait dans le même sens, c'est l'ubérisation du milieu de l'horeca, avec la livraison des repas à domicile qui prend énormément d'ampleur et qui, eux, sont encore avec souvent des emballages très très nocifs. Et donc il faut aller plus vers les emballages recyclables, hein, parce que ça existe, des emballages biodégradables. Et si on se met dans des contraintes fortes à ce niveau-là, on va aussi être pionnier dans l'innovation pour la création de nouveaux matériaux. Et ça va créer du coup de l'emploi, on va être moteur au niveau européen ou même mondial dans ces domaines-là. Et c'est là qu'on va pouvoir, à mon avis, sortir par le haut de toute cette crise. Et le danger du plastique, c'est que c'est jamais que du plastique, hein, c'est tout des composés chimiques et des études ont prouvé qu'ils ne disparaissaient jamais totalement. Et donc, dans l'air qu'on respire ou dans l'eau qu'on boit, il y a des microparticules, des microparticules de plastique, quoi. Donc, ça devient de la folie. Et j'ai vu, il n'y a pas longtemps, c'était dans Cache Investigation, ils ont sorti une étude, ils ont sorti les chiffres. Toutes les secondes dans le monde, c'est 200 kilos de plastique qui finissent dans les océans, quoi. Toutes les secondes, en 5 secondes, il y a 1 tonne qui finit dans l'océan. Et il y a quelque part dans l'océan Pacifique un continent de plastique, je ne sais pas si c'est quelque chose, tu as déjà vu ça, mais qui fait 5-6 fois la France, quoi. Donc c'est énorme, le plastique est vraiment partout, et donc il faut vraiment travailler là-dessus, et notamment à la région wallonne, encore une fois avec Carlo Di Antonio, mais il a sorti des mesures là-dessus, notamment l'interdiction des plastiques à usage unique, les pailles, etc. Mais voilà, il faut aller vers ça. Et est-ce que tu sais pas boire sans paille? Bah si, évidemment, on sait tous faire ça. Donc voilà, il y a des plastiques à usage unique comme ça qui doivent complètement disparaître. Bon, excellent. Je pense qu'on a un peu fait le tour de toutes les questions. Il y a encore Kelly qui nous dit merci Lio. Non, ce ne sont pas que des briques. Donc pour revenir sur le sujet du début, je pense qu'on est tous bien d'accord là-dessus. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Merci Lio d'être venu de Picole-Fontaine parce que le live se passe à Bruxelles. C'est pas tout près. Je visite la capitale. Bon voilà, à très bientôt à tout le monde. Bon mercredi et joyeuse fête de Pâques.